Merci Philippe Tabarot. Merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Alpes-Maritimes, membre du groupe Les Républicains. Vous suivez particulièrement les questions de transport. On va longuement y revenir, et notamment sur cette audition de Jean-Pierre Farandou. On en parle dans quelques instants, mais d'abord l'actualité, c'est Gabriel Attal qui, hier, dans le journal du dimanche, a fait le point sur plusieurs réformes à venir. Il annonce que les nouvelles règles de l'assurance chômage seront présentées cette semaine et penche pour augmenter le nombre de mois travaillés pour pouvoir toucher le chômage 9 au lieu de 6 sur les 2 dernières années. Est-ce que vous soutenez cette mesure ? Oui, je soutiens ces mesures. Je soutiens la volonté du gouvernement de s'attaquer à ce problème. Alors, c'est pas la première fois. Ça fait le 3e texte déjà depuis 2017. J'espère qu'il sera plus efficace que les autres. L'idée, c'est quoi? C'est surtout de montrer dans notre pays qu'on doit privilégier le travail plutôt que l'inactivité. Malheureusement, le travail n'est pas suffisamment bien payé. L'inactivité, quelquefois, trop ou trop longtemps. Je pense qu'il faut s'attaquer à ces mesures. Bien sûr, garder des mesures sociales parce que des personnes peuvent avoir des accidents dans la vie et notamment au niveau de leur activité professionnelle. Mais l'État, et notamment au vu des finances publiques, ne peut pas les accompagner trop longtemps non plus. Il est évident qu'aujourd'hui, on a 5 millions de Français qui sont inscrits à Pôle emploi, qu'on nous parle de métiers en tension, ce qui est une réalité, qu'on nous parle même de réouvrir les vannes de l'immigration ou de ne pas les fermer, puisque malheureusement elles sont très ouvertes, et notamment celle de l'immigration clandestine. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut s'attaquer à ce problème, et le gouvernement a raison de le faire, mais il faut le faire de manière ferme et pas avec des demi-mesures. Là, c'est une demi-mesure pour vous ? On verra ce qu'il y a. Moi, je suis très ouvert à ça, très attentif sur ces questions. J'ai une seule petite réserve sur la question des seniors, qui est un autre sujet, je pense, parce que là, on sait très bien qu'il y a une discrimination aux seniors dans notre pays pour leur permettre de retrouver de l'emploi. Là, je pense qu'il faut agir avec les chefs d'entreprise au niveau des charges sociales, d'exonérer pour inciter les employeurs à prendre des seniors. C'est un cas un petit peu particulier. Par contre, pour le reste, pour notre jeunesse, bien sûr, revoir la question de l'orientation et les diriger vers des métiers où ils seront susceptibles demain de trouver un emploi. Pour autant, il faut bien prendre conscience que on a besoin de bouger les choses dans ce pays, et puis de se dire aussi que malheureusement trop de personnes ont abusé des droits sociaux dans notre pays. On en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux droits de grève. Voilà, c'est pas tant bien sûr l'indemnisation qui est indispensable dans certains parcours, je l'ai dit, mais c'est ces abus, ces contournements, et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut mettre des règles très claires. On va évidemment reparler du droit de grève tout à l'heure. Il y a d'autres annonces qu'a fait hier Gabriel Attal, notamment sur le volet autorité. Il prépare une loi qui responsabilise les parents avec des sanctions réparations et qui prévoit une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. Est-ce que ça, c'est un texte que vous pourriez voter? Est-ce que là, ça va assez loin? Enfin, il faut s'attaquer à ce problème. Gabriel Attal, sur beaucoup de sujets, va dans le sens de ce que les Républicains préconisent depuis un certain nombre d'années, mais la question de la mise en place est beaucoup plus compliquée. On verra qui figure dans le texte du garde des Sceaux. En tout cas, il est évident que nous, de notre côté, on souhaite arrêter avec cette excuse de minorité qui n'a plus de sens, revoir cette ordonnance de 45. Et c'est arrêter ou la réformer? Est-ce qu'on peut mettre fin à l'excuse de minorité, ou est-ce qu'il faut la réformer? Il faut la réformer très fortement. On sait que les délinquants sont toujours de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Et on doit intégrer ça maintenant dans notre réponse pénale, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a, semble-t-il, des propositions qui vont être faites. On va les regarder avec beaucoup d'attention. Et puis il y a la question, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas retenue, mais de la responsabilisation des parents. C'est un sujet dont on parle depuis des années. Moi, dans mon département des Alpes-Maritimes, on a été les premiers à faire des propositions sur ce sujet concernant la réparation, concernant les allocations familiales. J'espère que la réparation, ça Gabriel Attal semble retenir. Ce qu'il ne semble pas retenir, c'est la suspension des allocations familiales. Ça, pour vous, c'est une condition sine qua non pour voter le texte? Je le regrette. Il
y a des parents qui sont probablement, et dans les familles monoparentales, probablement dépassés, mais il y a des parents qui n'assument pas leurs responsabilités de parents, qui ne veulent pas le faire, qui tournent la tête, et c'est lourd de conséquences. Et ça doit passer par les allocations familiales forcément pour vous? Moi, en tout cas, c'est un point fort que je souhaite porter avec un certain nombre de collègues, et il ne faut pas occulter ce sujet du débat, sinon les mesures, malheureusement, risquent d'être inefficaces parce que nous n'avons pas, en termes de réponse pénale, suffisamment probablement de structure pour sanctionner dès la première infraction, ce qui est la base, qui est la notion d'exemplarité qui est tellement importante chez les jeunes. Et puis il y a cette utilisation aussi, à travers toutes ces règles, des adultes qui profitent de ces excuses de minorité, qui profitent des jeunes pour les utiliser. Et je pense notamment dans le trafic de drogue, ce qui a été clairement prouvé depuis des années. Vous qui êtes élu des Alpes-Maritimes, est-ce que Christian Estrosi a eu raison de prendre un arrêté de couvre-feu pour les mineurs à Nice? Oui, Christian Estrosi a eu raison. Si cet arrêté s'avère efficace pour aider notamment la police municipale à intervenir dans certains quartiers et dans certains cadres, il ne faut pas que ce soit de l'affichage, il faut que ce soit de l'efficacité. Et j'espère que cette mesure pourra ramener une certaine quiétude dans des quartiers de Nice qui en ont bien besoin. On va parler transport et actualité au Sénat, puisque vous avez auditionné la semaine dernière Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, alors que venait d'être rendu public sa non-reconduction à la tête de l'entreprise. Jean-Pierre Farandou qui a défendu l'accord signé avec les syndicats sur les fins de carrière. On va revenir sur cette audition avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Et Alex Hazard du calendrier, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était auditionné mardi dernier au Sénat, le jour de l'annonce de son départ par le gouvernement. Oui, alors comme chaque année, le PDG de la SNCF devait présenter aux sénateurs l'état de l'entreprise ferroviaire publique. Mais quelques heures avant son audition, le gouvernement a annoncé que Jean-Pierre Farandou, en poste à la tête de la SNCF depuis 6 ans, quitterait ses fonctions après les Jeux Olympiques. Une décision qui intervient après que le PDG de la SNCF a conclu un accord avec les syndicats sur les fins de carrière des cheminots et les départs à la retraite anticipés. Alors cet accord, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a dénoncé publiquement, affirmant ne pas avoir été mis au courant, et il s'est interrogé sur le respect de la réforme des retraites de l'an dernier. Après avoir appris son limogeage, du coup, Jean-Pierre Farandou a profité de son audition au Sénat pour défendre cet accord sous le feu des critiques. C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Alors, que contient cet accord ? Eh bien, en fonction de la pénibilité des métiers à la SNCF, cet accord prévoit des départs anticipés à la retraite par rapport à l'âge légal. Par exemple, un conducteur de train pourra partir à 53 ans au lieu de 54 ans. Un agent de la SNCF pourra partir à 58 ans au lieu de 59 ans. Et pour ceux qui, à la SNCF, vont devoir travailler au-delà de 60 ans, eh bien, l'accord prévoit une meilleure rémunération et des reconversions possibles. Jean-Pierre Farandou a défendu cet accord au nom de la pénibilité des métiers de la SNCF. Et d'ailleurs, il a essayé d'expliquer cette pénibilité aux sénateurs. 2 cheminots sur 3 peuvent exercer tout au long de leur carrière, pendant de longues années, des métiers pénibles. On va mettre une certaine réalité, un contenu, dans les ateliers, dans les postes d'aiguillage, de gestion de l'énergie électrique, dans les dépôts, dans les gares, dans les trains, sur les voies. Ils travaillent de nuit, en 3-8. Le 3-8, vous savez ce que c'est, je pense. Moi, je l'ai fait un petit peu au début de ma carrière. 4 heures midi. Pour embaucher à 4 heures, il faut se lever à quelle heure ? 2 heures, 2 heures et demie. Vous mettez le réveil à 2 heures et demie. Vous faites ça 5 ou 6 jours. De repos, il faut enchaîner l'après-midi. C'est moins pénible. Vous n'avez pas beaucoup de temps. 12 heures, 20 heures. La nuit, 20 heures, 4 heures. Vous rentrez chez vous, il est 5 heures du matin. Vous voyez, le sommeil, comment on gère tout ça ? Faire ça pendant 30 ans, on peut admettre que ça peut entraîner certaines mesures. Il n'y a pas que nous, bien sûr. Mais il y a beaucoup nous. Et puis enfin, Jean-Pierre Farandou a défendu son bilan à la tête de la SNCF depuis 2019. Fini les déficits, un chiffre d'affaires en hausse de 20% sur 4 ans, une dette stabilisée. Et donc le désormais futur ex-PDG de la SNCF estime que les comptes de la SNCF ont été assainis. Philippe Tabarot, on va revenir sur cet accord à la SNCF sur les fins de carrière. Jean-Pierre Farandou a estimé que c'était un accord raisonnable, équilibré et utile. Est-ce qu'il vous a convaincu ?
Sur le fond, il ne m'a pas convaincu. Sur la forme, oui. Il a été très digne, très sincère. Vous parliez d'un hasard de calendrier tout à l'heure avec l'annonce du gouvernement de la non-reconduction de sa présidence. C'est pas un hasard de calendrier. À 2 heures d'une audition aussi importante qui était scrutée par tout le monde, le gouvernement a clairement voulu se désolidariser, lui laisser porter la responsabilité d'un projet qu'ils avaient en commun. Jean-Pierre Farandou l'a rappelé, il a 2 tutelles. Il a une tutelle sociale avec Matignon et le ministère des Transports. Il a une tutelle financière avec Bercy et il ne peut pas prendre une responsabilité aussi importante sans ces tutelles. Donc ça a clairement été dit. Pourtant, vous pensez que Bruno Le Maire ment quand il dit qu'il n'était pas au courant ? Soit il ment, soit en l'espèce, il est incompétent sur ce sujet. On ne peut pas être le principal et seul actionnaire d'une entreprise publique aussi importante. Et quand un accord est pris, alors c'est pas un accord banal, il peut l'être peut-être financièrement par rapport aux sommes qui sont en question chaque année, notamment dans la discussion des rémunérations, des augmentations potentielles. Mais vous l'avez dit quand vous l'avez présenté, beaucoup peuvent considérer que c'est un régime spécial au sein déjà d'un régime spécial qui a eu une loi sur les retraites qui a été votée dans notre pays et dans quelles conditions, et que là on a l'impression que cette loi est contournée. Alors certes avec une explication de la pénibilité que j'entends et que Jean-Pierre Farandou fait très bien, mais la pénibilité, est-ce que vous pensez que travailler en plein été, sous la chaleur dans un chantier, en plein hiver sur un chantier également avec le froid, la question des horaires, alors je vais pas vous mettre dans cette histoire, mais vous commencez bientôt de temps en temps et régulièrement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que on perd cette notion de pénibilité, on agrandit la distorsion entre le public et le privé, ce qui n'est pas une bonne chose, et on n'a pas passé, je dirais parce qu'on a accompagné le gouvernement sur ce sujet, la question des retraites, pour aujourd'hui détricoter ça. Ça n'a pas de sens. Donc pour toutes ces raisons, je ne suis pas convaincu sur le fond. Par contre, voilà, Jean-Pierre Farandou a été très digne, très clair, et le gouvernement le fait sauter comme un fusible, alors que vous l'avez dit également, il a eu des responsabilités qu'il a pleinement assumées dans une période difficile pour la SNCF. On va parler tout à l'heure de son bilan, mais sur cet accord sur les fins de carrière à la SNCF, est-ce que cet accord, c'est aussi une manière d'éviter des grèves, il y a eu les ponts de mai, il y aura les Jeux Olympiques, voilà, est-ce que c'est une manière d'éviter ça ? Alors je vais vous en parler. Déjà, cet accord, pourquoi il nous inquiète, c'est que les syndicats ont péroré et ont raconté que c'était leur revanche vis-à-vis de la loi sur les retraites. Donc voilà, c'est clairement affiché, il ne se cache pas. Et puis de dire que ça va continuer. C'est-à-dire que un certain syndicat a déjà déposé un préavis pour la semaine prochaine pour la Pentecôte, parce qu'il y a une négociation le lendemain sur une prime Jeux Olympiques. Je vous rappelle que la question des Jeux Olympiques n'est pas du tout soldée à la SNCF de ce surcoût de travail qui est considéré par les cheminots comme devant engendrer une rémunération supplémentaire. Et puis il y a un autre syndicat également qui dit: les Jeux Olympiques, c'est une chose, mais après les Jeux Olympiques, on veut de manière pérenne une augmentation de 400 € pour tous les cheminots. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Donc cet accord va ramener une tranquillité pour quelques semaines. À la différence des Allemands, on a parlé de l'Allemagne qui a eu un conflit social, ce qui est assez rare là-bas. Mais l'accord qui a été passé avec les syndicats, c'est plus de grève pendant 2 ans. Et ce sera respecté. En France, c'est plus de grève pendant 1 semaine. C'est intenable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'une forme de privatisation de la SNCF, c'est ce que demande Éric Ciotti, pour vous, c'est la solution ? C'est ce qu'Éric a demandé. Alors moi, j'entends ce ras-le-bol qui est exprimé par Éric Ciotti en l'occurrence, mais par beaucoup d'usagers également. Moi, je pense que de toutes les manières, quelle que soit la forme, il faudra continuer à répondre à des missions de service public, parce que il y a des parties de l'activité de la SNCF qui ne sont pas rentables, qui perdent de l'argent. Une desserte
l'ensemble des territoires. Donc que ce soit une entreprise publique ou privée qui puisse le faire, c'est une chose. Moi, je pense véritablement que on doit pouvoir limiter les abus du droit de grève. C'est une proposition de loi que j'avais déposée il y a quelque temps dans la maison. Une autre que j'ai rapportée, celle du président Marseille. Une autre qu'a déposée Bruno Retailleau sur ce sujet. Je pense sincèrement que si on avait eu cette loi depuis déjà un certain nombre d'années, sans restreindre le droit de faire grève, parce que c'est un droit constitutionnel, on l'a rappelé, mais il faut limiter ces abus et aujourd'hui, il y a de l'abus sur ce sujet. Sur le droit de grève, Alex, justement. Et oui, justement, sur le droit de grève, Jean-Pierre Farandou l'a rappelé, sous son mandat, hormis les grèves de la réforme des retraites, qui était une réforme du gouvernement, il y a eu seulement 2 week-ends de grève des cheminots de la SNCF. C'est pas tant que ça. Grève générale, mais vous avez tous les week-ends, toutes les semaines, des grèves sur l'ensemble des territoires au niveau des trains express régionaux. Osez dire à nos concitoyens qu'ils ne sont pas impactés par les jours de grève, n'est pas tenable. Dans ma région, quand j'étais en responsabilité, on avait en moyenne une centaine de jours de grève par an qui ne sont pas dans la comptabilité qui a été exprimée. Les 2 mouvements dont a parlé Jean-Pierre Farandou étaient des mouvements sur l'ensemble du territoire et notamment celui de Noël 2022 et plus récemment de février. Il n'y a pas eu une année depuis 1947 sans grève à la SNCF. Une grève à la SNCF coûte aux contribuables aux alentours de 20 millions d'euros. Donc, pour toutes ces raisons, la désorganisation du service, la qualité du service est impactée et les revendications sont sans fin. Mais sauf que le gouvernement s'est opposé à ces différents textes, et notamment au texte d'Hervé Marseille, pointant un problème de constitutionnalité. Est-ce que vous pensez que ce texte a un avenir ? Écoutez, sous cette forme, telle qu'on l'a revu avec Hervé Marseille, à la fois avec la sanctuarisation d'un certain nombre de jours, on parlera peut-être des Jeux Olympiques tout à l'heure, mais combien cette loi aurait été nécessaire pour sanctuariser ces jours. Mais en tout cas, je pense que le volet, et je vois qu'il y a... C'était 30 jours par an. 30 jours par an. Je vois qu'un député, et pas des moindres, puisqu'il est président de la commission du développement durable, Jean-Marc Zulesi, souhaite déposer une proposition de loi en ce sens, qui reprend exactement les termes de la proposition que j'avais déposée il y a quelques mois ici, pour lutter... Sauf que lui, il ne prévoit pas d'interdire la grève à certaines périodes. Lui aussi, il dit que c'est inconstitutionnel. Mais il reprend vos autres propositions. Il veut traiter tout à fait la grève du quotidien, à la fois avec les préavis dormants pendant des mois, voire des années, avec les grèves perlées, avec les grèves de 59 minutes qui désorganisent totalement le service. Donc la prise de conscience, je pense qu'elle va au-delà d'un camp politique, elle est maintenant généralisée. Et puis lui, il est Renaissance en plus. Mais est-ce que du coup, vous pourriez reprendre, vous, son texte ? Moi, j'ai aucun état d'âme à ce que ce soit une loi portée par un autre collègue que la mienne, même si il y a très peu de différences. Moi, je veux que les choses avancent dans ce pays, qu'on puisse permettre aux usagers, aux clients de la SNCF de prendre leur train dans de bonnes conditions et d'éviter un chantage permanent qui n'est même plus caché maintenant, qui est revendiqué. On l'avait dit, je pense que il y a quelques années, la grève était le dernier recours quand on n'arrivait pas à faire avancer ses revendications. Aujourd'hui, c'est un préalable qui est posé sur la table et avec une volonté de faire feuilletonner de manière indéterminée qui n'est plus acceptable. Alex, sur la non-reconduction de Jean-Pierre Farandou, du coup. Oui, son bilan est plutôt bon, en tout cas sur le plan financier. Il a assaini les comptes de la SNCF. Est-ce que du coup, vous regrettez le limogeage de Jean-Pierre Farandou par le gouvernement ? Oui, je regrette parce que l'homme connaissait parfaitement cette entreprise. Il a œuvré pendant de très longues années à différents postes. C'est quelqu'un qui a conscience du monde dans lequel il est, à la fois concurrentiel, il n'a pas hésité à diversifier les activités de la SNCF sur d'autres choses que le train pur et dur, également sur la question de la logistique, à l'étranger également, ce qui explique aussi ses bons résultats, parce que les bons résultats sont plus allés chercher à l'étranger et sur la logistique qu'en France sur le transport de voyageurs. Il a compris les enjeux du développement durable, il a beaucoup
beaucoup travaillé sur les énergies renouvelables. Il y a vraiment un bilan qui est à mettre à son actif et je regrette que cette décision, 2 heures avant l'audition dans notre commission, quelque part, soit pour lui vécue, et je le comprendrai très bien, comme à la fois être infusible et puis quelque part une humiliation, alors que les mêmes personnes qui prennent ces décisions ont probablement accepté qu'il mène les réformes qu'il propose au niveau des retraites. Merci Alex, à tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlera de la campagne des élections européennes. Ce sera à suivre dans le club. On va continuer à parler transport. Nous, c'est aussi l'actualité dans votre région. On va se rendre. On trouve Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur éditorial de Var Matin. Guilhem, on va revenir sur la question des transports, mais dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le projet d'amélioration de la desserte entre Marseille et Nice. Oui, effectivement, parce que les habitants ici de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont bien embêtés lorsqu'ils doivent se rendre à Paris depuis l'Est, depuis le Var, mais également depuis les Alpes-Maritimes. Plus de 5 heures de train entre Nice et Paris, parce que le TGV ne roule pas assez vite. Alors, il y a un serpent de mer qui revient régulièrement, c'est cette ligne nouvelle entre Nice et Marseille. Elle tarde à venir. On dit quoi aux habitants de la région? Qu'ils doivent continuer d'espérer qu'elle arrive, ou qu'il vaut mieux y renoncer, qu'il n'y aura jamais cette liaison ferroviaire à grande vitesse entre Nice et Marseille? Vous connaissez bien le sujet, puisque vous l'avez traité également dans vos précédentes fonctions à la Provence. Une grande partie du sujet, c'est de désenclaver, bien sûr, le bout de France que sont les Alpes-Maritimes, mais également de traiter les nœuds ferroviaires autour de Marseille et de la gare Saint-Charles, autour de Toulon également, et d'améliorer le train du quotidien. Ce projet de ligne nouvelle, la région, et j'en faisais partie, l'a porté pendant des années et a réussi à fédérer beaucoup de collectivités autour. Les collectivités sont prêtes, les moyens dédiés existent aujourd'hui, les structures également. Et on va passer enfin dans une phase opérationnelle, puisqu'il y a eu les études, il y a eu les déclarations d'utilité publique, il y a eu les enquêtes publiques, et maintenant 2024 doit connaître les premiers travaux. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde tienne ses engagements, et notamment l'État qui s'est engagé sur 40% du financement, qui entraînerait les financements de l'Europe aussi. Il y a des engagements qui ont été pris par le gouvernement. J'espère que le président Muselier pourra les faire respecter parce qu'on en a besoin. Vous l'avez très justement dit. On a été les grands oubliés du ferroviaire sur le secteur, notamment maralpin. Et quand on voit, vous êtes bien placé pour le savoir, ce que le train, le ferroviaire, la grande vitesse a pu apporter à Marseille par exemple, c'est vrai que quelque part, au bout de la région, on est un peu frustré que ce soit pas le cas. Je pense que ce projet est indispensable, qu'il va améliorer le train du quotidien, qu'il va augmenter le cadencement. Donc pour toutes ces raisons, je l'appuie de toutes mes forces et je rappellerai au gouvernement qu'il a pris un certain nombre d'engagements et qu'ils doivent maintenant être tenus. Et Guilhem, votre région s'est enflammée pour les Jeux Olympiques et pour la flamme ces derniers jours. Alors oui, effectivement, cette flamme, elle est arrivée à Marseille à bord du Belém. Elle s'est promenée avec le relais dans Marseille et puis dans le très beau département du Var, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis hier, elle était dans les Bouches-du-Rhône. Alors il y a le Vaucluse qui la recevra en juin et les Alpes-Maritimes aussi. On a beaucoup douté de l'engouement autour de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous croyez qu'il y aura véritablement ici, dans le Sud, à Marseille et Nice, qui accueilleront des compétitions, et bien un engouement populaire autour de cette compétition? Moi, je crois que c'est un événement exceptionnel qu'on n'a pas eu depuis 100 ans, qu'on ne connaîtra qu'une fois dans notre vie. Je pense que le sport véhicule encore des valeurs assez exceptionnelles et je me réjouis que cette première partie dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit une réussite. Alors, on en parlait tout à l'heure, on aurait aimé un cheminement de la flamme qui soit plus cohérent et quand on l'a aperçu des Alpes
Alpes-Maritimes du Var ont voyé la flamme et elle n'est pas venue jusqu'à chez nous, mais vous l'avez rappelé, elle sera dans les Alpes-Maritimes le 18 juin prochain. En tout cas, c'est une belle fête. Moi, je me réjouis que ce soit une fête populaire. Je ne veux pas oublier non plus que ça doit être une fête pour le sport, pour les sportifs. Ça a du sens. Et puis, bon, on doit prendre nos responsabilités d'élus, s'inquiéter de toutes les questions d'organisation, de sécurité notamment. Mais notamment dans les transports. Notamment dans les transports, j'ai fait une proposition de loi en ce sens qui devrait, je l'espère, être adoptée dans les jours qui viennent. Pour autant aussi, il faut laisser la place à la fête, à cette fête populaire, en espérant que tout soit prêt. Et je pense qu'on va profiter de Jeux Olympiques magnifiques. En tout cas, je le souhaite. Notre pays en a besoin. Nous attendons plein de médailles, plein de performances des Français et notamment de tous les athlètes que nous avons dans notre magnifique région. Et on suivra ça, Guilhem, avec vous, puisqu'effectivement, la flamme va revenir dans votre région. Merci, Guilhem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce cadre magnifique. Guilhem, on regarde la une de Var Matin. Un avenir trouble pour l'eau. C'est à la une de votre journal. Merci, Guilhem, et à très vite, évidemment. Un mot sur la question des Européennes. Ce week-end avait lieu le concours de l'Eurovision, qui a pris une tournure plus politique que jamais. La chanteuse israélienne a été sifflée, a chanté sous les huées. Vous avez fait un tweet pour dire que vous avez voté pour la première fois dans ce concours et affiché votre soutien à Israël. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, par exemple, la France insoumise souhaitait qu'Israël soit exclu du concours, comme l'est la Russie ? C'est une honte. Je trouve que ce concours a été pris en otage clairement par des personnes qui véhiculent un antisémitisme très fort, des revendications qui n'ont rien à faire dans ce concours, et c'est pour ça que j'ai réagi tout simplement en tant que téléspectateur pour voter pour cette jeune fille qui a passé une semaine terrible et qui est tombée dans un guet-apens quelque part à Malmö où elle était attendue et au mauvais sens du terme malheureusement. Je regrette ça. J'ai du coup suivi l'ensemble de l'Eurovision et des prestations et là aussi, alors c'est un jugement de valeur purement artistique, mais je trouve que le niveau n'était pas à la hauteur de ce concours qui nous a tous fait rêver quand on était quelque part plus jeune et que la qualité artistique n'était pas au rendez-vous, sincèrement, et que le plus important, c'est qu'on ait de bons chanteurs, de bonnes chansons et pas le fait qu'on soit sur des combats qui soient politiques, sur le fait que ce soit une personne non genrée ou qui l'emporte. Je crois qu'il faut qu'on revienne à la base de ce concours, de belles chansons, de beaux chanteurs, de bons chanteurs, et en l'occurrence, le meilleur était indiscutablement Slimane et on a pu être fiers de sa prestation et je regrette très fortement. Alors, je ne pouvais pas voter pour lui non plus. J'ai compris qu'on ne pouvait pas voter. On ne pouvait pas. Mais il a été remarquable à la fois dans son interprétation et dans la qualité de sa chanson. Je veux qu'on revienne à la base de l'Eurovision. L'Eurovision, ce n'est pas de la politique, c'est également de la chanson, de la voix. Et Slimane a montré qu'on pouvait avoir de bons chanteurs encore en France. Un dernier mot sur les Européennes, rapidement. Il nous reste très peu de temps. Philippe Tabarot, le dernier meeting de François-Xavier Bellamy, ce sera chez vous, ce sera au Canet. Est-ce qu'il y a eu des tensions autour de la composition de la liste de François-Xavier Bellamy, pas soutenu par Gérard Larcher, pas soutenu par Bruno Retailleau? Est-ce que les Républicains sont en train d'imploser? Non, il y a toujours des tensions pour une liste et dans tous les partis. Voilà, chacun souhaiterait sa liste. C'est un peu comme pour Didier Deschamps dans quelques jours qui va être obligé de donner sa liste pour l'Euro de football. On a nos préférences. Après, les enjeux sont plus importants. Les enjeux aujourd'hui pour cette élection, c'est bien sûr la survie. On en a conscience de notre famille politique et plus largement, je dirais, de la présence de la droite et de la représentation de la France au sein du Parlement européen, au sein du groupe majoritaire du PPE, où on a besoin d'envoyer le plus de députés européens possible. Il serait tragique pour notre pays de ne pas avoir de députés dans le groupe majoritaire qui dirige aujourd'hui l'Europe. Donc pour toutes ces raisons, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur la composition de la liste, cet épisode doit se terminer et c'est terminé, la page est tournée. Et maintenant, à fond pour soutenir le candidat François-Xavier Bellamy dans l'intérêt des Républicains, dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de l'Europe. Merci beaucoup Philippe Tabarot. Merci d'avoir été avec nous dans le Club des Territoires. Dans 20 minutes, on continuera de parler de cette campagne. On va en parler tout de suite. C'est notre rendez-vous avec les principales têtes de liste aux Européennes. Léon Desfontaines va nous rejoindre.